Et on reste avec vous, Richard de Sèze, pour une chronique. Absolument. Merci Liselotte. C'est une chronique artistique puisque on va parler de 2 expositions. Georges Mathieu, gestes, vitesse et mouvement à la Monnaie à Paris et chorégraphie dessinée, dansée 17e, 21e siècle à Besançon. Pourquoi réunir ces 2 expositions qui viennent de commencer l'une et l'autre? Parce que à chaque fois, il s'agit d'écriture, il s'agit de graphie, il s'agit de mouvement. Dans le cas de Mathieu, donc immense artiste français des années 60 à 80, donc il est mort en 2010 si je ne m'abuse, et il était né évidemment avant de commencer à peindre, il y a cette espèce de mouvement d'abstraction lyrique, comme il le disait lui-même, où sur l'espace de la toile, alors des toiles parfois gigantesques, de plusieurs mètres de large, quelques mètres de haut, et on les voit d'ailleurs quand on arrive à l'exposition de la Monnaie, on rentre dans le musée numismatique, et, qui est une pièce immense, avec 3 énormes toiles qui sont 3 batailles, dont l'une qui s'appelle Des Capétiens partout, ce qui évidemment parlera à tous les royalistes, Georges Mathieu en était, et l'autre la bataille de Bouvines, où c'est une espèce de mêlée absolument furieuse, où d'ailleurs Georges Mathieu prétendait avoir précisément représenté tel et tel homme d'armes, le roi de France était ici, et la grande traînée noire qui part vraiment, mais comme un pneu écrasé vers le bas à droite, est en fait la fuite de l'empereur Othon. Donc voilà, donc le saint empereur germanique qui effectivement à Bouvines se fait défaire, et Bouvines qui est un de ces lieux emblématiques de la mémoire française et de la construction du royaume de France et donc de la France. Il y a chez Mathieu une espèce de plaisir évident à écraser sur la toile les tubes, à peindre avec des brosses, à une gestuelle absolument folle. Il y avait chez lui une volonté de montrer en fait le corps en action, et donc c'était aussi bien la manière dont il écrasait dans ses mains les tubes et dont la peinture jaillissait sur la toile, que la manière aussi dont il se mettait en scène dans des performances, comme on dirait aujourd'hui, comme on disait déjà à l'époque, sur des théâtres, dans des musées où la toile était peinte en direct devant les yeux du public ébahi ou admiratif. Mathieu, on a peine à le croire aujourd'hui, c'est vraiment l'artiste officiel dans toute sa splendeur. Donc dans les années 60-70, il émerge, il est confirmé, de plus en plus d'expositions, des collaborations prestigieuses, et il finit par dessiner la pièce de 10 francs, il finit par dessiner des affiches pour Air France, il dessine le générique de Antenne 2, ça s'appelait Antenne 2 à l'époque, et donc on a, comme Vasarely, comme Bernard Buffet, une espèce d'artiste qui est à la fois officiel, populaire et célébré, et évidemment contesté par une partie des élites qui le trouvent sulfureux, puisque évidemment au fur et à mesure que Mathieu avait du succès, il en profitait pour affirmer des opinions monarchistes qui n'étaient pas exactement dans l'époque, et pour expliquer que l'art contemporain, pas le sien, ceux des autres, était vraiment médiocre. Ça ne plaisait pas absolument à tout le monde. En tout cas, quand on visite aujourd'hui la Monnaie, c'est une exposition fleuve, donc qui commence par ces 3 grandes toiles de bataille et qui ensuite reprend tout le parcours de Mathieu depuis son éblouissement originel, si j'ose dire, en découvrant les toiles de Pollock ou de Wolf qui sont à Paris, et il se dit, ça y est, que là, il a trouvé son moyen d'expression, et un moyen d'expression qu'il va décliner partout. Il y a notamment toute une série d'affiches qu'il réalise pour Air France. Alors, c'est à la fois le côté Mathieu, où on a bien cette espèce de côté furieux du geste, du mouvement et de la vitesse, pour reprendre le titre de l'exposition, mais aussi un côté un peu roublard dans la manière dont les couleurs sont agencées, dont les formes apparaissent. L'affiche qui vante les États-Unis est faite de grandes lignes verticales, bleu, blanc et rouge. Donc on retrouve évidemment d'une certaine manière le drapeau américain et les gratte-ciel. Il y a un petit figuratisme à travers cette abstraction lyrique, alors que l'affiche du Brésil est une espèce d'explosion de couleurs avec une palette beaucoup plus large qui évoque évidemment le carnaval de Rio. Donc il y a chez lui ce que André Chastel, critique fameux et grand historien de l'art, disait à l'époque, c'est-à-dire malgré tout un petit sacrifice décoratif qui n'est pas totalement innocent. Bon, on va pas bouder de notre plaisir, il y a aussi une affiche absolument admirable qui représente l'Allemagne avec l'aigle allemande qui est en train de projeter ses plumes comme autant de dégueulis noirs nazis sur le monde.
monde. C'est presque une affiche politique. Et bien sûr, l'affiche française comporte en son centre une figure absolument rayonnante qui dessine peut-être vaguement un hexagone, mais très certainement une figure royale, celle de Louis XIV. On est avec Mathieu vraiment dans le geste, et peu à peu ça va être aussi l'éclaboussure, la traînée, et presque quelque chose de triste dans certaines de ces toiles où le mot desséché apparaît dans le titre, et on a une espèce de jaillissement permanent et en même temps une volonté d'occuper l'espace de la toile qui est tout à fait intéressante. Et l'exposition est très bien faite puisqu'elle se termine par la manière dont des graffeurs contemporains ont repris l'héritage de Mathieu et l'ont traduit. Tous ne sont pas absolument convaincants, mais il y en a deux, Lec et Sowat, qui réalisent dans une des pièces du musée de la Monnaie vraiment une intervention graphique remarquable qui reprend absolument l'idée de Mathieu et avec les codes contemporains, et notamment une espèce de pixelisation de l'espace absolument remarquable. Si je passe sans transition à Besançon, c'est qu'on a aussi évidemment la représentation du geste et du mouvement, puisque toute l'exposition de Besançon, donc au musée de Besançon, qui a été réinaugurée par le camarade Macron, c'est la première chose qu'on voit en arrivant. Donc Macron ne se contente pas de refaire Notre-Dame, il refait aussi le musée de Besançon, et à chaque fois qu'il passe quelque part, il y dépose sa marque. On nous explique comment noter la danse. Et ça, c'est absolument fabuleux parce qu'il y a toujours cette contradiction entre les deux dimensions du papier et les trois dimensions du spectacle réel, entre le mouvement et sa notation, entre le plan et l'exécution, entre le vu de face et le vu de haut. Et c'est tout à fait intéressant de voir les plans d'artistes contemporains qui dessinent la manière dont vont évoluer les danseurs. Et on se dit, bien sûr, que quand on est dans la salle en train de regarder le spectacle, on ne voit pas du tout ce plan, on le devine à peine. Et là, on passe un peu de l'autre côté du miroir. Il y a cette chose absolument admirable où le mouvement est fini, en fait. Il est à la fois programmé, il n'est pas encore exécuté, mais dans la manière dont on nous représente le mouvement, qu'il s'agisse de la marche dansée. Et là, c'est très joli, on a des cercles avec des traits de plume qui parfois deviennent des gouttes, et ça correspond à tel ou tel mouvement des danseurs. La boucle est bouclée, la ronde est finie, et donc on a presque une espèce d'abolition du temps dans sa représentation, alors que par ailleurs, bien sûr, il y a d'autres représentations tout à fait intéressantes, comme par exemple la bionique contredanse tirée du wax hollandois, où on superpose en fait la description écrite du mouvement, des personnages vus de face en train d'exécuter le mouvement, un plan vu de haut schématique des évolutions en cours, et enfin la partition de musique. Ce qui renvoie d'ailleurs à la fin de l'exposition où on a les notations de danse folklorique pour les grandes expositions des années 30, avec là aussi donc la représentation du mouvement, la schématisation du mouvement, et enfin les notes de musique. Ça se termine d'ailleurs par des notations chorégraphiques de danse bretonne qui sont tout à fait aimables. Mais avant d'arriver à ça, on passe par la notation du tango, on apprend ce que c'est que la notation bénèche, on apprend ce que c'est que la notation laban, et évidemment on apprend l'origine de ce mot chorégraphie qu'on doit à Raoul Feuillet en 1700, chorégraphie ou l'art d'écrire la danse. Et c'est vraiment une notation admirable, évidemment, c'est tout droit issu du XVIIe siècle français. Voilà, vous me pardonnerez mon esprit un peu de système, mais dans la manière dont le cabriolet, le tomber, le glisser, le fait de poser la pointe du pied, le mouvement du coude du bas vers le haut sont notés, on a cette espèce de mise en forme d'une danse, de volonté encyclopédique de rationaliser le corps humain, et l'exposition de Besançon arrive admirablement à nous suggérer la manière dont on va, à partir de ces feuillets, réussir à faire des danses vivantes. Et d'ailleurs, les chorégraphes d'aujourd'hui sont encore capables, pour certains, de lire ces vieilles partitions, ces vieilles notations de danse, et donc sont capables de restituer ces danses admirables. Et c'est fascinant. Merci. Merci. Merci Richard Dessès pour cette chronique. Et puis rappelez peut-être où se trouvent ces expositions pour les auditeurs qui seraient intéressés. À la Monnaie de Paris, donc Quai Conti pour Georges Mathieu, et au musée de Besançon pour chorégraphie dessinée dansée 17e, 21e siècle. Voilà, bon. Et ben, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent depuis Besançon, allez-y. Moi, ça me tente très bien, mais bon, ça risque d'être compliqué. Merci Richard Dessès.